Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Henri-François Martin, le co-directeur de la Climate House, maison du climat qui vient d'ouvrir pour rassembler entreprises, scientifiques, activistes, investisseurs et associations et construire ensemble de nouveaux modèles économiques. Dans notre débat, on va parler de l'affichage environnemental des cosmétiques avec le Green Impact Index qui veut devenir le standard de référence du secteur. On fera le bilan après 2 années d'existence. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez les alternatives végétales au beurre de la marque Flora. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Henri-François Martin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le co-directeur de la Climate House qui a ouvert ses portes en octobre dernier à Paris. À qui est destinée cette maison du climat et puis surtout pourquoi vous l'avez créée ? Bien sûr. Alors, c'est destiné à beaucoup de monde. Ouais. C'est un projet qui a été lancé par 80 entrepreneurs, 40 femmes, 40 hommes, entrepreneurs français, et qui avaient la volonté de mettre à disposition leur financement, leur réseau et surtout leur temps à destination de la transformation de l'économie. Donc concrètement, c'était un projet pour eux pour rendre tout ce qu'ils avaient pu avoir dans leur carrière précédente. Et ça ressemble à quoi ce lieu ? Cette ambition, elle se matérialise par une maison en plein cœur de Paris de 2000 m² sur 6 étages. D'ailleurs, vous êtes invité et on vous attend pour prendre un café. Ouais. Et c'est un espace qui a plusieurs fonctions. La première, c'est un espace de travail, donc on a à peu près 200 postes fixes avec plus de 70 entreprises qui travaillent chez nous, aussi bien des startups que des indépendants, que des fonds d'investissement, des cabinets de conseil, des scientifiques, des experts pédagogiques, qui sont là au quotidien avec nous. Et ça crée une émulation qui est assez folle et qui alimente une deuxième partie de notre activité qui sont les conférences. On a un peu plus de 200 événements organisés par an qui sont à destination de nos adhérents, mais pas que. C'est aussi ouvert au public. D'accord. Et donc c'est... L'idée, c'est quoi ? C'est de partager des idées, des bonnes pratiques aussi ? Alors il y a de ça. La volonté principale, c'est de créer une dynamique collective autour de la transformation de l'économie, avec pour objectif de pouvoir proposer des solutions concrètes face aux défis climatiques. Ouais, c'est d'autant plus important qu'il y a un courant contraire qui se lève, notamment aux États-Unis, mais pas que. Si on prend les résultats des dernières élections européennes, c'est aussi chez nous. Bien sûr. Alors c'est quelque chose qui était, c'était un défi qui était déjà compliqué à la base, qui ne se simplifie pas aujourd'hui. Honnêtement, que ce soit avec la culture entrepreneuriale qui anime ce projet ou même à titre personnel, moi qui viens du monde du rugby, à partir du moment où l'adversaire est costaud, c'est plus que jamais le moment de se regrouper, de faire... Ça donne de meilleurs matchs d'ailleurs en rugby quand l'adversaire est costaud. Ça ne nous fait pas peur, donc non, concrètement... Non, mais je vous pose la question parce que, pardon de vous interrompre, mais il y a des scientifiques qui participent à cette aventure collective et c'est vrai qu'ils tirent la sonnette d'alarme sur un certain nombre de projets qui sont cofinancés par les Américains et qui donc perdent une partie de leur financement avec un climato-sceptique à la Maison-Blanche. Donc c'est très concret, quoi. C'est très concret et c'est pour ça que l'ensemble de nos cofondateurs avaient pris la parole récemment pour tirer la sonnette d'alarme sur les arbitrages budgétaires qui étaient faits récemment en France et qui avaient une approche peut-être un petit peu trop court-termiste pour des raisons en soi qu'on peut comprendre. C'est souvent le cas dans les périodes de crise. Mais c'est dans les moments comme ça où il faut se regrouper, il faut faire la pédagogie de l'enjeu systémique du défi climatique et que les investissements d'aujourd'hui en fait permettront de relever les défis de demain et donc c'est vraiment pas le moment de reculer. Oui, et aussi parce que ça rejoint la question des résultats des élections, trouver le moyen de convaincre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une question d'acceptabilité du virage qui est au cœur des difficultés qu'on ressent aujourd'hui. Tout à fait, il y a un vrai enjeu de pédagogie et on est conscient à la Climate House de ce défi-là. C'est pour ça qu'on essaye vraiment
d'embarquer le maximum de monde, du plus convaincu militant de la décroissance jusqu'à des personnes qui peuvent être parfois un petit peu technosolutionnistes. Nous, c'est un vrai positionnement d'embarquer tout le monde et de se dire qu'on aura besoin de tous pour accélérer ce changement et de n'être jamais dans une posture de jugement pour non pas faire de l'uniformité, mais juste pour montrer au contraire qu'il y a il y a de nombreux points communs à travers ces différents points de vue. Et en préparant l'émission, j'ai vu que dans les communiqués de présentation de la Climate House, il y a l'idée de faire travailler ensemble entreprises, scientifiques, investisseurs, associations et activistes. Alors, j'ai tiqué sur le mot parce que pour certains secteurs d'activité, je vais penser à l'agroalimentaire ou à l'énergie, activiste, c'est un gros mot. Alors, pas pour vous. Non, après, on est tous l'activiste de quelqu'un, j'ai envie de vous dire. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une très longue discussion. Ensuite, je pense qu'à partir du moment où on est présent, nous, Climate House, dans la pièce, et qu'on joue ce rôle de tiers de confiance, ça permet d'ouvrir des discussions qui sont passionnantes et ça permet justement d'emmener avec nous potentiellement des grosses industries qui se sentent un petit peu pointées du doigt et des personnes qui ont des points de vue qui sont certes assez radicaux, mais qui en même temps militent pour quelque chose sur lequel on peut tous signer. Donc l'enjeu, c'est de faire le pont entre ces deux acteurs et de les faire atterrir sur des solutions qui vont faire avancer le schmilblick. Et voilà, c'est ce qui fait notre quotidien passionnant. Ouais. La banque LCL, j'ai lu ça, fait partie de l'aventure. Avec quel rôle et pourquoi vous l'avez accueilli ? Alors c'était d'abord une volonté pour nous d'avoir des acteurs du monde de l'économie avec nous dès le début du projet. Donc en amont, on a fait le tour des différentes industries qui pourraient avoir envie de s'engager et d'être dans cette démarche concrètement de groupe de travail avec une ouverture potentiellement sur une méthode qui embarque l'ensemble de leur industrie. Donc, mais là, je parle de la banque volontairement parce que le levier de la finance, il est évidemment majeur. Le levier de la finance, par leur scope 3, forcément, a un impact qui est super important. Donc, pour nous, c'était une opportunité de pouvoir avoir un acteur qui soit volontariste sur ces sujets, qui ait envie d'être lucide sur leur marge de progression et de pouvoir nous faire des beaux cas d'usage, des beaux ateliers. Parmi les prochains événements qu'on va avoir, on a des groupes de travail sur la finance durable et la banque LCL, mais pas que. Il y en a d'autres qui rejoignent l'aventure. Nous proposent des très très beaux ateliers sur le sujet. Mais ce levier de la finance durable, il n'est pas vraiment activé. Enfin, ça pèse quoi dans les flux financiers mondiaux, la finance durable ? Alors, tout dépend. Vous parlez en matière d'investissement ? Oui. Alors, en matière d'investissement, bien évidemment, qu'il y a une marge de progression qui est colossale. L'enjeu, c'est pas tant de se concentrer sur le point de départ, mais sur ce qu'on vise. Et donc, de ce point de vue-là, nous, ce en quoi on croit, c'est globalement de mettre en place l'ensemble des acteurs en posture d'humilité, donc déjà d'amener ces acteurs, et c'est ce qu'a fait LCL au stade du constat de la marge de progression qu'ils pouvaient avoir, pour ensuite embarquer l'ensemble de son industrie sur des projets de labellisation, de produits d'épargne, sur des projets d'une granularité beaucoup plus forte de leur stratégie RSE. Je pourrais vous lister tous les projets qui sont déjà sur la table et que systématiquement on pousse à adresser avec l'ensemble du secteur. Parce que si en fait on travaille uniquement avec chaque acteur individuellement, la probabilité que derrière les autres fassent exactement la même chose mais à leur sauce va mettre à la fin le consommateur dans la même situation. Donc nous on est vraiment dans une démarche de porter une transformation systémique. C'est pas simple parce que à l'échelle d'un secteur, dire à quelqu'un ce serait quand même mieux pour tout le monde que vous puissiez travailler avec vos concurrents. C'est une démarche qui est vraiment disruptive, mais en tout cas, LCL et les acteurs avec qui on travaille sont super sponsors. Avec ce que je comprends, l'idée de secouer un peu les grands groupes aussi, hein, c'est l'ambition de la Maison du Climat, de la Climate House. Tout dépend ce qu'on met derrière secouer, parce qu'au final, depuis qu'on travaille sur ce projet et qu'on échange avec les grands groupes, on se rend compte qu'ils mettent en place beaucoup de choses. Alors, ça va jamais assez vite. Parfois, on va pas se le cacher, il peut y avoir par-ci par-là un peu de greenwashing. Mais l'enjeu, parfois, c'est même le modèle économique qu'il faut remettre en question pour certains.
Qu'il faut faire évoluer. Sortir du produire, consommer, jeter pour passer à l'économie circulaire. Pour certaines marques, c'est juste un autre modèle économique, quoi. Et ce qu'on peut témoigner, c'est que les entreprises sont conscientes de ça. Et elles sont proactives, elles sont dans une démarche de recherche et de transformation. L'enjeu pour nous, et pour l'ensemble de la société, c'est la vélocité de ce changement. Et c'est dans cette logique-là que notre conviction, c'est que c'est par le collectif qu'on va pouvoir déjà mettre les entreprises dans des meilleures conditions pour pouvoir porter ce changement-là, de se sentir moins pointé du doigt, de pouvoir être à l'aise sur le fait de porter sur la place publique les réflexions qu'elles se posent, les envies qu'elles ont de changement, pour pouvoir fédérer, potentiellement fédérer leurs clients, fédérer leurs actionnaires, fédérer leurs COMEX, fédérer aussi l'opinion publique, ce qui à la fin permettra à tout le monde d'avancer beaucoup plus vite parfois sur des partis pris économiques qui seront beaucoup plus ambitieux. Ouais. Et alors, je vais revenir aux activistes, parce que moi, je reçois pas mal, évidemment, beaucoup de chefs d'entreprise ou de représentants d'entreprise qui disent on fait des choses bien, mais parfois on n'ose pas communiquer de peur d'être attaqué sur ce qu'on fait moins bien. C'est le jeu. Oui. Non, mais je comprends. Mais donc vous leur dites de communiquer quand même ? Je comprends. En tout cas, nous, ce qu'on leur dit, c'est venez à la maison. Venez à la maison pour qu'on crée ces espaces de dialogue en toute humilité et en toute sérénité pour justement déjà passer cette première barrière de défiance qui s'est construite dans le temps par une approche, parfois dogmatique du sujet, mais des deux côtés. Et de ce point de vue-là, nous, notre approche, c'est de faire de la pédagogie, de montrer que les deux mondes peuvent se parler et à la fin d'arriver à réconcilier économie et écologie. Et c'est pas utopiste, honnêtement, on a des discussions qui au quotidien sont absolument incroyables et qu'on n'aurait pas soupçonné et c'est pour ça que je vous invite à venir voir de vos propres yeux. Merci beaucoup Henri-François Martin et bon vent à la Climate House. On passe à notre débat avec un affichage environnemental pour les cosmétiques. Le débat de ce Smart Impact, on découvre un affichage environnemental pour les cosmétiques avec Aurélie Guyou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes secrétaire générale du consortium Green Impact Index et directrice recherche et développement chez Arco Pharma. Alexandra Ferré, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice Impact et RSE chez Yves Rocher. Comment est né cet index ? Racontez-moi. Alors, comme vous le savez, quand on achète un produit, quand on est consommateur, on a envie vraiment d'en savoir plus maintenant, de plus en plus sur sa composition, type d'ingrédients, comment il est fabriqué, etc. Et en fait, en tant qu'acteur de produits cosmétiques, mais aussi compléments alimentaires, parfums, on va dire des produits de santé et de bien-être, de manière générale, on a décidé de unir nos forces pour pouvoir mettre en place une méthode commune sous l'égide de l'AFNOR, qui nous permet de mesurer l'impact à la fois environnemental et sociétal des produits que nous concevons. Donc ça ressemble à, on pense tous au Nutri-Score évidemment, c'est un logo qu'on trouve sur les produits, c'est ça ? Alors sur les produits, non, pas pour l'instant. Aujourd'hui, on le fait plutôt sur les sites internet des marques, parce qu'on est aussi en train de mettre en place cette méthode tous ensemble. Mais en fait, oui, tout à fait, ça ressemble à un logo avec 4 lettres, A, B, C, D, E, un code couleur aussi de vert à rouge. Donc A ou B, on est dans le vert, on fait des produits qui sont parfaitement éco-sociaux conçus. D ou E, on a une marge de main-d'œuvre, on a un impact environnemental qui est beaucoup plus important et on se doit de mettre en place des actions, notamment sur l'emballage, par exemple, du produit. Si jamais il n'est pas recyclable aujourd'hui, il faut qu'il le devienne absolument demain. Et qui fait partie de ce consortium ? Alors, on est près d'une trentaine d'acteurs qui représentent 1000 entreprises françaises de toute taille. Donc, il y a des grands groupes internationaux comme Pierre Fabre, comme le groupe Rocher, des entreprises de taille intermédiaire comme Arco Pharma, par exemple, Léa Nature et des toutes petites entreprises. Ça, c'est le premier point. Et ça, on met tous des produits de santé ou des produits de bien-être, de beauté sur le marché. Mais on a aussi décidé d'inclure des acteurs qui nous permettent de concevoir les produits, c'est-à-dire des fournisseurs d'ingrédients. Donc comme, je sais pas moi, Berchem, DSM, des fournisseurs aussi de parfums et d'arômes, comme Technicoflore. Donc en fait, on a tout la un chaîne panel, de fabrication. Toute la chaîne de valeur est présente. Brice Rocher, le patron du groupe, Yves Rocher, a pris la tête, vient de prendre la tête de ce consortium. J'en profite pour faire le bilan. Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans à peu près que le Green Impact Index a été créé. Quel bilan vous en faites ? Tout à fait, ça fait 2 ans, donc on peut déjà en faire un bilan très positif, parce qu'on a notamment testé l'appétence des consommateurs pour ce genre d'affichage environnemental et social, et c'est très bien reçu. Déjà, parce qu'Aurélie le
le disiez, les consommateurs sont en attente de plus de transparence et ils attendent aussi que les entreprises les aident à consommer de manière plus responsable. Donc nous, chez Yves Rocher, on a une quarantaine de produits qui sont évalués et ça permet en fait de donner aux consommateurs une vision très très claire de tout le cycle de vie du produit avec une note qui est très lisible pour le consommateur et vous le disiez, qui ressemble au Nutri-Score. Donc ce qu'on voit d'un point de vue consommateur, c'est que c'est immédiatement identifié et on comprend de quoi on parle, de quoi il s'agit. Et puis après, d'un point de vue des entreprises, ça a aussi un impact positif puisque ça nous permet de travailler l'éco-conception des produits. Donc on va travailler avec les entreprises, avec les équipes marketing, avec le développement produit pour justement améliorer le score. Oui, c'est un aiguillon pour progresser, c'est un défi collectif en quelque sorte, vous dites ça ? Tout à fait. C'est à la fois un défi au sein de l'entreprise, mais c'est aussi un défi avec les autres entreprises. On est dans une mode de coopération et de compétition où au contraire, on veut vraiment élever les standards de l'industrie de la beauté vers plus d'engagement, plus de transparence et que ce soit transversal à toutes les entreprises de la beauté. Et alors, comment vous contrez la critique qui vous est forcément faite, de dire, bon, bah voilà, c'est le secteur qui crée son propre label et donc qui se fait de la pub. Donc, il y a des intervenants extérieurs pour donner la viabilité, je trouve pas le mot, à ce label, lui donner sa force. Oui, alors tout à fait. Déjà, c'est multisectoriel. Ouais. Je pense que c'est sa force. C'est-à-dire qu'il y a les produits cosmétiques, mais nous, par exemple, chez Arcopharma, on fait beaucoup de compléments alimentaires. Et ça, c'est une première de se réunir en tant qu'acteur à la fois beauté et pharma. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, on s'auto-challenge entre nous. Okay. Et ensuite, qui contrôle vos critères ? Alors, ça a été fait sous l'AFNOR. C'est-à-dire que ce qui était vraiment important, c'était d'avoir une neutralité, une forme d'impartialité sur cette méthode. Très exigeante. Ça a été compliqué entre nous. On a réuni 120 experts dans 10 groupes de travail. Alors je vous laisse imaginer pour vraiment arriver à avoir un consensus auprès de toutes ces personnes. Et comme le disait Alexandra, on a travaillé vraiment avec des experts métiers. La formule, ce sont des formulateurs, des chimistes qui travaillent à nos côtés. Le pack, des experts packaging, des ingénieurs pack. Voilà, les process de fabrication, etc. Et ce qu'il faut savoir dans cette méthode, c'est qu'elle s'appuie sur des standards existants et publiés. Alors ça peut être des normes ISO, ça peut être des standards de l'OCDE. Ça peut être des méthodes proposées sur le pack par Citeo, par exemple, un outil BI. Mais on se repose vraiment sur des choses standardisées, normées. Et ça a été extrêmement important et fondamental pour l'ensemble des acteurs. Ouais, on va s'appuyer sur deux leviers d'amélioration avec comme source la Fédération des entreprises de la beauté qui nous dit que l'eau représente entre 60 et 90%, évidemment ça dépend, mais de la composition des produits cosmétiques. On va voir ce chiffre s'afficher. Et puis sur les emballages, la cosmétique représente 5% des emballages plastiques en France, environ 555 000 tonnes. Peut-être sur l'eau pour commencer, Alexandra Ferré. Elle est où l'eau ? Elle est dans les produits qu'on achète et à ce moment-là, est-ce qu'il faut aller vers des cosmétiques secs ? Voilà, elle est où ? Alors il y a un double enjeu sur l'eau. Il y a effectivement l'eau au sein des produits cosmétiques et notamment les produits de la douche. Et là, vous en parlez, il y a les produits solides. Donc, par exemple, les shampoings solides, les nettoyants visage solides, les gels douche solides qui se développent de plus en plus et c'est un marché porteur. Sauf que là, il faut qu'on change nos habitudes. Nous, de consommateurs, c'est pas si simple. Mais bon, j'ai testé, c'est pas si simple. Mais c'est vrai que c'est des produits qui, aujourd'hui, ont la même sensorialité pour la plupart que les produits liquides. Donc, c'est vraiment un usage consommateur que, d'ailleurs, le Green Impact Index va faciliter puisqu'il va orienter vers des produits plus engagés comme les produits solides. Et puis après, il y a un autre enjeu sur l'eau. En vérité, on pense que tout est concentré dans le produit, mais c'est aussi chez soi, dans la douche, dans la salle de bain. C'est l'usage de l'eau chez le consommateur qui fait le plus gros impact eau. Combien de temps on passe sous la douche, quoi, c'est ça ? Exactement. Et donc là, c'est plutôt des initiatives de sensibilisation qu'il faut avoir auprès des consommateurs ou alors travailler la rinçabilité des produits pour qu'ils s'enlèvent plus facilement du cuir chevelu ou du corps. Et donc ça, vous faites progresser vos produits en la matière, d'ores et déjà ? Tout à fait. C'est des chantiers qui sont en cours et nous, on mise aussi beaucoup sur le marché du solide. On essaye vraiment de le pousser. Chez Yves Rocher, on est numéro 1 de la cosmétique solide en France et c'est un marché qu'on continue à dynamiser avec nos produits. Et alors, vous disiez juste avant qu'on démarre qu'il faut parler du coton aussi quand on parle de l'eau. Pourquoi ? Mais en fait, parce qu'il y a de l'eau cachée finalement autour des produits cosmétiques. Et en fait, ça peut venir par exemple des ingrédients. Un ingrédient dont la culture nécessite beaucoup d'eau. Il y a des plantes qui vont vraiment demander un apport en eau très important. Et donc ça, on les limite parce que dans le cadre de notre Green Impact Index, on regarde les conditions de culture, la nécessité d'avoir un apport en eau, on va dire, à la source de la plante qui ensuite est dans le produit. Et puis à la fin, en effet, dans le gestuel, une eau démaquillante, par exemple,
quand on fait une analyse de cycle de vie, on s'aperçoit que le coton à démaquiller, c'est lui en fait qui pèse le plus lourd. Exactement, qui pèse mais largement le plus lourd. Et donc, c'est là où les marques aussi incitent sur des nouvelles gestuelles, comme vous disiez, qui ne sont pas évidentes à faire rentrer dans notre quotidien, mais qui sont essentielles. Donc là, typiquement, des cotons, des petites lingettes. Qui sont réutilisables, qui sont lavables et qui sont réutilisables. Sur les emballages, tiens, je veux bien vous entendre là-dessus. 5% des emballages plastiques en France viennent de la cosmétique. Qu'est-ce que vous faites? Je vous posais la même question à toutes les deux. Je commence avec vous. Pour limiter les emballages, il n'y a pas 3 emballages en un, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a tous vécu, ça. Oui, un énorme travail est fait pour réduire, pour faire des formules plus concentrées aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives de cette sorte chez Rocher. Dans d'autres marques comme Léa Nature, des emballages carton aussi. L'enjeu, c'est la recyclabilité à 100%. D'accord. Ça, c'est essentiel. Mais avant, en effet, c'est de réduire. Donc, on le comptabilise dans notre méthode. On réduit, on regarde. Et donc, des produits qui n'ont pas d'emballage vendeur, un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire l'emballage est plus gros par rapport au volume de produits qui est à l'intérieur. Chez nous, au sein de la méthode du Green Impact Index, c'est un malus. Et donc, le produit en question va avoir un score très mauvais. Et ça pénalise énormément. L'emballage est très prépondérant dans la méthode. Mais il est aussi prépondérant dans l'acte d'achat. Donc c'est un arbitrage à trouver pour vos produits pour que ils restent séduisants et qu'ils utilisent moins d'emballage. Tout à fait. On ne fait pas de compromis sur la désirabilité ou sur l'efficacité du produit au regard de l'engagement. En revanche, on peut trouver des nouvelles gestuelles qui sont faciles à adopter. Par exemple, en février 2024, chez Yves Rocher, on a lancé la recharge. Donc la recharge, c'est globalement exactement le même produit, mais avec 80% de plastique en moins et entièrement recyclable. Donc c'est ce genre aussi d'initiative qu'on va pousser, qui ne demande pas beaucoup d'efforts de la part du consommateur, mais qui à l'échelle de notre trajectoire plastique est énorme, puisque cette année on a réduit de 20% les tonnages de plastique utilisés au niveau de la marque. Donc ça a vraiment peu d'impact pour le consommateur, mais beaucoup sur les enjeux environnementaux. Donc là on a 2 critères qui rentrent dans ce Green Impact Index. Il y en a beaucoup d'autres, j'imagine. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 50. Ils sont extrêmement précis. C'est ce qui rend aussi la méthode, encore une fois, avec l'AFNOR, extrêmement robuste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, sur un sujet aussi important, d'être approximatif. Donc oui, 55 critères pour passer au crible la formule, sa naturalité, est-elle biodégradable, quid de l'écotoxicité potentielle. Quand on parle d'un gel douche, d'un savon, ça se retrouve dans l'environnement. Voilà, l'emballage est passé au crible, rien que lui a plus de 5 critères différents. Toutes les conditions de fabrication du produit, d'où vient-il? Est-il fabriqué en France? Par qui? Et comme je vous le disais aussi, on remonte les filières pour connaître les conditions de travail, les conditions de culture des extraits végétaux qui rentrent dans la formule. Et il y a un volet sociétal aussi qui nous tient beaucoup à cœur et qui est fondamental dans cette méthode. Donc, alors, on va être humble, elle n'est pas parfaite, on la veut exhaustive, mais évidemment qu'elle peut s'améliorer. Et on s'est rendu compte que c'est grâce au travail collaboratif entre les différents acteurs, différentes sociétés, les pôles de compétitivité, les syndicats, etc., qu'on affine cette méthode et on espère continuer à l'améliorer. L'un des axes d'amélioration, c'est quand même de l'afficher systématiquement sur les emballages. Alors c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de produits qui finalement, c'est pas la même chose qu'une boîte de gâteaux où il y a plus de place. Pardon, mais c'est un peu basique ce que je dis, mais j'imagine que c'est une des difficultés. Alors déjà, Aurélie le disait, la méthodologie évolue. Donc potentiellement, les notes demain peuvent évoluer et aussi en fonction des choix d'éco-conception qu'on fait, un produit peut s'améliorer. Ouais, mais moi, si j'achète, je veux le voir sur l'emballage. Alors aujourd'hui, c'est disponible sur les fiches produits du site internet. Et puis ensuite, en magasin, nous, par exemple, cette année, on va le déployer sur certains des produits pour commencer aussi que ça s'ancre dans l'usage du consommateur. Donc dans le parcours marchand. Et puis, si la législation évolue, ce qu'on souhaite aussi au niveau français, au niveau européen, si la législation évolue vers le sens de l'affichage environnemental, là, on pourra venir la poser sur le produit avec une méthodologie claire et figée dans le marbre. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Olivier Blanchard, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Flora Food de Groupe pour la France et la Belgique, groupe néerlandais si je ne me trompe, créé en 2019. C'est quoi le périmètre de ce groupe? Alors le groupe, c'est un des groupes leaders au monde dans tout ce qui est plant-based, donc industrie à base de plantes. Ouais. C'est un groupe qui fait un peu plus de 3 milliards d'euros et on s'affirme vraiment résolument comme le leader de l'alimentation à base de plantes. Donc on est connu notamment pour des marques historique de margarine, mais on est aussi leader du fromage végétal et on a pour ambition de développer
le marché dans les années à venir. Et donc là, vous proposez une alternative au beurre, c'est ça? Alors exactement, avec Flora, donc la marque Flora, on la lance sur le marché français. Elle est arrivée l'année dernière chez Carrefour. Et en fait, Flora est un produit assez rupturiste. C'est une alternative 100% végétale au beurre. Et c'est composé de quelques ingrédients très simples. Il y en a 6 ou 7. C'est principalement de l'huile végétale, colza, tournesol, coco. Et puis il y a également des fèves dedans. Et puis derrière des arômes naturels qui donnent le goût au produit. Et sur la version salée, du sel. C'est assez simple. Oui, c'est assez simple. Et alors moi, je me pose toujours cette question pour les produits qui sont des alternatives A. Sur les itérations, le nombre de versions différentes avant d'aboutir au goût, à la texture, à ce que vous recherchiez. Alors, il y a eu énormément de recherche et développement avant. C'est pas un projet qui arrive comme ça. Donc, c'est des années de recherche et développement pour avoir, je dirais, un triptyque qui fait aujourd'hui qu'on est très stable. Le premier, c'est le goût. C'est le plus important. On est sur le marché en plus français. On a un marché où le beurre est très fort. Il nous faut des produits qui sont bons. Et Flora tique le côté goût. Le deuxième pilier, c'est un pilier environnemental. On est à la fois sur une recette, comme vous le dites, qui a été testée depuis très longtemps, qui propose réellement une alternative végétale au beurre, parce qu'on est sur une texture et un goût qui est vraiment quelque chose de nouveau sur le marché. Et puis on a également des conditionnements où on est la première marque à proposer une barquette 100% en papier. Donc là aussi, c'est facile de le dire, c'est pas facile à faire, et c'est la seule marque. Quand vous êtes sur un marché absolument dédié sur le plastique aujourd'hui, on n'est que sur des barquettes en plastique, donc c'est la première marque à être par son contenu et son contenant vraiment très saine sur le plan environnemental. On parle de 80% d'empreinte carbone en moins par rapport au beurre. On reviendra sur le contenu, mais sur le contenant, effectivement, il y a quelques impératifs. Ça a dû être compliqué de réussir à faire un emballage 100% papier, parce que, moi je pose des questions de béotien, mais le plastique a quand même beaucoup d'avantages et le papier en a moins. Moi je pars de ce principe, donc comment vous avez justement sauté ces obstacles? Alors le papier n'en a pas moins. Aujourd'hui, on a réussi à mettre au point, et c'est en termes d'étanchéité, par exemple, ce sont des brevets, ce sont des années de recherche et développement pour justement arriver à avoir une étanchéité et un papier qui résiste à la matière grasse, donc qui ne transpire pas sans mettre de film plastique à l'intérieur. Donc c'est de la recherche, de la technicité, et là on tombe vraiment dans de l'ingénierie, mais qui permettent aujourd'hui de contribuer à la décarbonation et à un usage moindre de plastique. Et sur le contenu, pourquoi c'est important d'avoir une alternative au beurre, une alternative végétale? En quoi l'impact carbone est plus faible? Alors l'impact carbone est plus faible. Alors en quoi c'est important déjà? C'est que réduire l'empreinte carbone, c'est quelque chose qui est indispensable. Et notamment l'alimentation contribue massivement au niveau mondial à produire malheureusement du CO2. Donc le végétal, pourquoi c'est une alternative qui est intéressante? C'est qu'en fait, au lieu de passer par l'animal, vous passez directement de la plante qui en grandissant stocke du carbone, fait des graines, et à partir de ces graines, vous faites de l'huile par un process de fabrication qui est très simple. Je vous l'ai décrit, c'est 6 produits, donc c'est relativement simple à faire d'un point de vue technologique, et c'est beaucoup moins émetteur de CO2 que l'alternative qui passe par le monde animal. Donc c'est important dans la décarbonation de pouvoir développer les filières végétales, et ça la plupart des enseignes le font en France, mais aussi massivement en Europe, et d'autres pays sont largement plus avant-gardistes sur les filières végétales. Et ces matières premières, elles coûtent de plus en plus cher. Comment est-ce que ça coûte plus cher de faire un beurre, une alternative au beurre ou du beurre traditionnel? Alors, on est sur l'ensemble des matières premières, que ce soit le beurre, on a vu une inflation massive ces derniers mois, que ce soit les huiles, aujourd'hui on voit une inflation également. On est entre 20 ou même 70% pour certaines huiles. Donc on est sur une inflation qui est très forte. Par contre, sur le positionnement prix du produit final, et les distributeurs aujourd'hui pratiquent un prix sur Flora, on va dire qui est un juste milieu, donc on est moins cher que le beurre, et on propose donc dans un contexte d'inflation une alternative en plus intéressante pour le consommateur et pour le portefeuille. Merci beaucoup Olivier Blanchard, et bon vent à Flora Food. Merci à vous. Et à bientôt sur Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut.